Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous d'une heure pour comprendre. C'est un nouveau numéro parmi une série qu'on a commencé donc l'année dernière. Ce soir, on se retrouve pour parler du risque Natech et échanger avec Guillaume Becker qui va se présenter sur le Natech n'arrive pas qu'aux industriels, comment s'en prémunir. Un vaste sujet sur lequel il va s'exprimer pendant une quarantaine de minutes. On vous laissera aux participants loisir de poser des questions dans le chat pour que Guillaume puisse interagir avec vous en fin de présentation. Les vacances se font sentir. On avait une petite vingtaine de participants inscrits qui vont se connecter au fur et à mesure. Parmi eux, la moitié représentée des collectivités. On a bien sûr 30% également d'acteurs de la prévention et de la réduction des risques de catastrophes, et puis d'autres représentants issus des réserves communales de sécurité civile ou du monde scientifique et étudiant. On est donc sur 40 minutes ensemble pour présenter le sujet, puis interagir avec vous. Le webinaire se termine à 18h, mais vous pourrez revisionner le replay intégral sur la chaîne YouTube de la FPCNT. Et sans plus tarder, je laisse la parole à Guillaume Becker pour se présenter, nous parler un petit peu du CNPP avant de nous parler de ce sujet Natech. Guillaume, c'est à toi. Merci Ghislaine. Bonjour à tous et à toutes. Guillaume Becker, donc consultant expert en gestion des risques et des crises au sein de CNPP, chef du projet risque climatique au sein du pôle gestion donc des risques et des crises. Cela fait depuis 2005 que je travaille dans le monde de la prévention des risques en étant ingénieur prévention assurance et puis depuis bientôt 4 ans au sein de CNPP. Donc voilà, CNPP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc une entreprise de taille intermédiaire qui est spécialiste en gestion du risque industriel depuis les années 60 et qui depuis quelques années s'intéresse de plus en plus donc à la gestion des risques naturels et technologiques et qui s'élargit maintenant donc à ces interventions-là et qui maintenant travaille dans un écosystème, dans un réseau avec plusieurs entités dont la FPCNT avec qui nous venons de signer récemment un très très beau partenariat. Voilà. On reparlera d'ailleurs du partenariat à la fin pour vous dire ce qu'on vous prépare avec Guillaume dans les semaines et mois qui arrivent. Donc, je suis là aujourd'hui effectivement pour parler avec vous de ce risque Natech. Si on peut donc entamer ce petit diaporama, on va voir que le risque Natech effectivement donc n'arrive pas qu'aux industriels. Alors, je sais pas qui prend la main au niveau du diapo. Tu peux le passer ou hop, je te le Alors, passe. voilà, très bien, merci. Effectivement, il existe déjà une définition de ce qu'on appelle le Natech, contraction donc de naturel technologique. Une définition qui est assez, qui a déjà quelques années, puisque l'INERIS travaille sur ce sujet-là depuis plusieurs années, et donc avait sorti une définition donc pour désigner l'impact qu'une catastrophe naturelle donc peut engendrer sur une toute partie d'une installation industrielle, avec une notion dans cette définition du fait de provoquer un accident dont les conséquences peuvent porter atteinte à l'extérieur de l'emprise du site industriel, aux personnes, aux biens ou à l'environnement. On a dans cette définition une notion d'effet domino sur le fait que ce soit l'événement naturel qui provoque au sein du site un second événement, un second accident industriel. On peut effectivement dans le passé, quand on pense à l'événement de Fukushima, on a très bien cette image de cet événement naturel, donc un séisme sous-marin qui provoque un tsunami qui impacte un site nucléaire.
et qui engendre donc une catastrophe nucléaire par derrière. Au fil du temps, au fil des événements, une définition en évolution apparaît, c'est-à-dire qu'on va désigner plutôt l'impact d'un aléa naturel sur toute ou partie d'une installation industrielle, provoquant donc des préjudices pour le site, mais surtout pour la production de l'entreprise, les biens, les personnes, et après l'environnement. Mais comment dire, la notion d'effet domino ou de catastrophe industrielle consécutive à l'événement naturel tend non pas à disparaître, mais à plus forcément être la définition en tant que telle du risque NATEC. L'exemple qui est affiché, donc l'inondation interrompant la production d'un site et emportant des cuves de GNR polluant le milieu naturel, en est l'illustration, c'est-à-dire qu'on va dans, par exemple, la banque de données du BARPI, les rétex du BARPI, avoir ce type d'événement lorsqu'on va cliquer dans le moteur de recherche de la base ARIA pour trouver un événement NATEC. On garde, si vous voulez, cette définition de la catastrophe industrielle provoquée par un événement naturel, mais on va englober aussi tout autre événement naturel qui va pouvoir provoquer un arrêt de production sur un site industriel. Ou, et on le verra par la suite, sur tout autre site tel qu'une collectivité ou un ERP. Donc on peut parler de NATEC même si les conséquences de l'événement naturel sur le site sont circonscrites aux limites de l'établissement. Oui, en fait, on va rentrer dans ce cadre-là et en fait, pourquoi? C'est surtout dû au caractère répétitif des événements et aux besoins de sensibilisation des acteurs. C'est surtout pour pour englober et pour acculturer plus de personnes que si on se restreignait à vouloir mettre le risque NATEC dans une case. Voilà. Alors, la réglementation. Et si on se penche un petit peu sur les obligations réglementaires en termes de risque NATEC, on va aller chercher effectivement l'identification et l'analyse des accidents de ce type-là dans la réglementation, dans la directive dite Seveso 3, où on vous demande d'identifier et d'analyser ces risques dans le cadre d'élaboration des rapports de sécurité. En France, on va parler des études de danger, avec prise en compte donc de causes naturelles telles que séisme et inondation. Donc c'est repris, ce terme-là est repris donc dans l'arrêté du 26 mai 2014 sur les études de danger. Et si on se penche un peu plus dans le détail de la réglementation, on va aussi avoir d'autres textes réglementaires qui vont vous demander d'aller chercher un petit peu ces aléas naturels et qui pouvant provoquer des accidents. Par exemple, dans l'arrêté du 4 octobre 2010 sur les aléas séisme et foudre. Et puis, si on descend encore un petit peu au niveau hiérarchique dans la réglementation des ICPE, on va avoir dans les demandes d'enregistrement des établissements ICPE un item au niveau d'un CERFA pour préciser si votre projet est concerné par des risques naturels. Malheureusement, ça passe sous silence des analyses qui pourraient être mises en place pour d'autres sites, autres que les sites industriels, autres que les sites Seveso ou ICPE à autorisation. Malheureusement, on le voit au détour de ces derniers événements qu'il y a pu avoir ces dernières années, que d'autres branches professionnelles, d'autres sites peuvent être touchés par des aléas naturels et provoquer soit des arrêts de production, donc la vulnérabilité de l'entreprise est impactée, soit des pollutions, des rejets dans le milieu naturel de polluants ou autres, alors qu'on n'est pas forcément concerné au niveau de la réglementation. Et puis, on va se rendre compte qu'il y a un biais par rapport à ces analyses-là, puisque dans les guides d'application
par exemple de l'arrêté du 26 mai 2014 sur les études de danger, on peut trouver des dérogations à l'analyse de ces aléas naturels sur le site industriel. Et donc, finalement, on se rend compte que dans les études de danger, on va bien retrouver tout ce qui va être scénario lié à l'incendie, à l'explosion, aux émanations d'accidents et de produits toxiques, par exemple, mais rare, très rare sur les analyses impliquant un aléa naturel. Donc on va avoir les inondations, peut-être parce que le site est dans le périmètre d'application d'un PPRI. On va avoir le risque séisme ou le risque foudre du fait de l'application de l'arrêté du 4 octobre 2010. Mais par contre, toute autre étude sur un aléa naturel tel que tempête, mouvement de terrain, ou encore retrait-gonflement des argiles, par exemple, qui est très à la mode actuellement. Alors c'est quand je dis à la mode, c'est voilà, c'est pour insister sur le caractère risque émergent, va être passé plus ou moins sous silence du fait de ces principes dérogatifs qu'on va trouver dans des guides d'application de l'arrêté du 26 mai 2014. Voilà. Alors oui, au-delà des ICPE, effectivement, si on regarde un petit peu les chiffres des aléas naturels de ces dernières années, et donc là c'est une statistique qui ressort hein, du ministère du Développement durable. Donc depuis 1982 jusqu'à 2023, on se rend compte que 17 500 événements sont à l'origine d'une reconnaissance catastrophe naturelle, ce qui a engendré plus de 50 milliards d'euros d'indemnisation en métropole et en outre-mer, dû au régime CatNat d'indemnisation. À l'intérieur de ces chiffres, il n'y a pas que les sites industriels, hein. C'est vraiment l'indemnisation du fait du régime CatNat, donc on va prendre en compte j'allais dire tout assuré. Le particulier, la collectivité, le site professionnel, industriel ou la PME en bas de chez vous. Hein. Donc tous ceux qui ont cotisé et qui sont assurés de ce point de vue-là rentrent dans ces chiffres-là. Le phénomène le plus prégnant reste donc l'inondation. Ça, on le voit, c'est régulier. Les événements ces derniers de cette fin d'année 2023 ont montré que Nord, région Hauts-de-France ont été beaucoup touchés par les inondations, encore ces dernières semaines dans d'autres régions de France. Donc 56% de la part des indemnisations est due à ces événements. Et puis, depuis les chiffres, depuis 2017 seulement pris en compte, montrent une très nette donc progression du retrait-gonflement des argiles. 17%, c'est 17% depuis 2017, alors que 56% au niveau des inondations, c'est bien depuis 82. Donc, il y a une forte augmentation de la sinistralité au niveau du retrait-gonflement des argiles. Et puis, c'est pour ça que ça a fait tanguer ces dernières années le régime CatNat tel qu'il est conçu en France. Voilà, donc il y a eu des travaux récemment, on va en parler un peu après, au niveau du maintien ou pas du régime CatNat en France, dû à cette forte augmentation du retrait-gonflement des argiles, de la sinistralité du retrait-gonflement des argiles. Alors, une petite illustration justement de ces derniers événements en France en 2023. Alors cette carte est une carte issue de la mission risque naturel, pour citer mes sources. Mission risque naturel qui travaille en partenariat aussi avec CNPP sur d'autres sujets. Et le chiffre annoncé, donc 6,5 milliards d'euros de sinistralité en France, donc selon France Assureur. Voilà.
Donc le risque climatique, les catastrophes climatiques ont coûté 6,5 milliards d'euros en 2023. Et quand on regarde cette carte de la France, on voit très bien que toutes les régions ont été touchées et tout type de sinistre. Donc effectivement, quand vous regardez la Bretagne, vous voyez très bien que il y a eu ce gros coup de vent, cette grosse tempête, donc il y en a même eu deux, Ciarán et Domingo sur l'ouest de la France. Mais donc dans le nord, j'en ai parlé il y a quelques instants, des événements de type inondation. Tout ce qui est épisode de grêle aussi a traversé la France d'ouest en est. Donc on en a Normandie et puis Grand Est, mais aussi Rhône-Alpes. Des épisodes méditerranéens et des inondations dans le sud. La Corse est touchée et même un séisme dans l'ouest au niveau donc sur l'ouest de la France, côte atlantique. Au niveau de Niort. Voilà, Niort. Et donc on se rend compte que personne n'est à l'abri et que tout type de sinistre peut arriver, et on voit apparaître bientôt des cartes où on va avoir des couloirs de tornades, puisqu'on a eu encore des tornades ces derniers mois. Donc voilà, donc cette carte pour montrer, voilà, en résumé, un coût de 6,5 milliards d'euros en 2023 et tout l'hexagone peut être touché. Dans le chat, tu as une réaction d'Anne-Marie Levrault, vice-présidente de la FPCNT, qui dit « Je ne comprends pas le classement en ATEC d'événements sans effet domino par rapport aux risques technologiques. Pour moi, ce sont des catastrophes naturelles. » Est-ce que tu peux revenir Oui, je reviens dessus. En fait, la définition de l'INERIS reste d'actualité. On va donc de toute façon qualifier de NATEC tout événement naturel ayant un impact sur un site industriel et pouvant provoquer des effets dominos. Ça, moi je reste d'accord avec cette définition-là. Ce qui se passe, c'est quand on regarde les retours d'expérience, le classement d'événements type catastrophe naturelle classique, si on veut embarquer le plus de monde possible et les industriels, si on veut les sensibiliser à ces événements-là et à se prémunir de ces événements-là, il y a une tendance à vouloir classer en ATEC même les événements qui n'ont pas d'impact soit hors site ou soit qui n'ont pas une conséquence de type catastrophe industrielle. Voilà. Quand on regarde la base ARIA du BARPI et les retours d'expérience, ou voire même l'analyse qui a été faite du BARPI sur les événements Ciarán et Domingo en 2023, on se rend compte que sont classés en ATEC même les événements qui n'ont pas ces conséquences-là. Et je pense que c'est un comment dire, que c'est fait pour justement sensibiliser le plus grand nombre de personnes possible. Après, pour terminer, à partir du moment où on va faire une analyse de vulnérabilité du site industriel par rapport à ces impacts d'aléas naturels, et qu'on va travailler par le plan de traitement sur ce qui est prévention et protection, on va limiter les conséquences et les effets dominos. Oui, donc la sinistralité CatNat. Ce tableau est issu d'une synthèse qui a été faite sur le rapport Langrenay. Donc, alors je ne vais pas vous faire une synthèse du rapport Langrenay, je ne suis pas un spécialiste de ce type de rapport-là. C'est juste un extrait pour vous montrer l'augmentation de la sinistralité et l'augmentation des coûts de la sinistralité et voire même une estimation de hausse projetée à 2050
de la sinistralité CatNat. Donc on se rend compte qu'il y a de toute façon entre 2000 et 2020 une très forte hausse des événements, surtout par exemple des sécheresses géotechniques. Une hausse de 18% de tout ce qui est classé donc dans tout péril, y compris séisme et cyclone. Et puis il a été fait quelque chose de très intéressant, c'est de voir quelle pourrait être la différence entre une évolution estimée à 2050 si on augmentait seulement de 2 degrés ou si on augmentait de 2,5 degrés. Là, c'est en rapport avec les objectifs liés aux accords de Paris. Et je trouve assez impressionnant la différence qui en est faite de ces 2 degrés à 2,5 degrés. Par exemple, si on regarde la classe tout péril, on aurait une évolution estimée à 2 degrés pour 2020 de 47% de sinistralité, des coûts estimés de la sinistralité à 85% pour 2,5 degrés. Donc on se rend compte que les événements naturels ont un très fort impact sur la sinistralité et notamment, et c'est pour ça que on essaye d'embarquer tout type de public, et c'est pour ça que le webinaire d'aujourd'hui est titré de cette manière-là. Ça n'arrive pas qu'aux industriels, ça peut arriver aussi aux collectivités, ça peut arriver aux ERP, ça peut arriver à la PME. Il faut se prémunir de ces sinistres-là. Voilà. Ouais. On va dire que je radote, excusez-moi. Mais oui, tous concernés, collectivités, PME, ERP. Pourquoi j'insiste dessus? Effectivement, un aléa naturel ne fera pas de distinction administrative. Vous le voyez bien, que ce soit des inondations ou que ce soit des tempêtes. Voilà, l'inondation, on sait bien qu'elle va toucher tout le monde, et les événements qui a eu lieu encore ces dernières semaines montrent que tout le monde peut être touché. Quand on regarde la collectivité, vous pouvez avoir des collectivités avec des compétences industrielles de type collecte, transit et traitement des déchets. Vous pouvez avoir des collectivités avec la compétence, des compétences de stationnement ou de transport de personnes, avec les bus, et des bus qui vont être classés ICPE. Et puis finalement, voilà, vous allez avoir, en fonction du classement ICPE, des obligations réglementaires sur la gestion des aléas naturels. Vous pouvez avoir un hôpital donc aussi qui doit pouvoir se prémunir et anticiper les aléas naturels. Donc, que vous soyez une ICPE avec une obligation réglementaire, une autre l'aléa naturel sur votre site et engendrant peut-être une autre conséquence de type pollution peut vous toucher. Voilà. Et l'exemple qui est à droite de la diapo est extrait du dernier rapport retour sur les événements des tempêtes Ciarán et Domingo du Barpi. Et vous voyez donc les secteurs d'activité qui ont été touchés par cet événement. Donc bien sûr, vous avez des industries, et donc des industries manufacturières. Donc vous avez 16 sites qui ont été concernés par ces événements-là. Mais vous avez tout type de code NAF, donc culture et production animale, construction, commerce, transport, art et spectacle. Donc c'est vraiment pour illustrer que ces événements-là ne touchent pas que les sites industriels.
voilà les exemples qu'on peut donner, hein, d'autres exemples qui sont tirés, hein, de retour d'expérience. Nous avons fait un audit sur un site industriel effectivement, mais où c'est le poste haute tension qui peut être touché par la foudre, ou un poteau EDF qui était tombé justement qui pouvait tomber sur le poste source, et qui entraîne une ignition d'un incendie. Vous pouvez avoir aussi il y a pour l'activité agricole, c'est un retour d'expérience, c'est une méthanisation donc qui avait été touchée. Mais la méthanisation, réglementairement, elle n'était pas obligée de mettre en œuvre des moyens de une analyse de risque sur les événements naturels, puisqu'elle n'était qu'à déclaration. Et donc la méthanisation, elle a été touchée, et il y a eu une pollution qui a suivi du fait de rejet en milieu naturel. Donc voilà, c'était et puis d'autres événements aussi où vous avez des sites qui ont malheureusement encore des toitures en fibro-amiante, et donc les coups de vent ou les grêles donc peuvent détruire cette toiture, ou en faire envoler des plaques, et vous avez tout un préjudice qui est lié à la nature de ces plaques fibro-amiantées. Donc un préjudice de production à l'arrêt, et puis aussi procédure après de mesures d'empoussièrement, donc protection des salariés, et puis d'éventuelles pollutions, et donc forcément un arrêt du site. Donc c'est ça aussi les conséquences de ces événements naturels sur des sites de production. Alors quelle solution quelle solution? Déjà, bien faire la distinction donc entre gestion des risques et gestion de crise. Les sites industriels, notamment les sites à autorisation, ont l'obligation de mettre en place des plans d'opération internes, POI. Les collectivités, pour se prémunir de ces catastrophes-là, ont l'obligation de mettre en place les plans communaux de sauvegarde. Et aujourd'hui, depuis la mise en application de la loi Matra, les intercommunalités ont l'obligation de mettre en place les plans intercommunaux de sauvegarde. Et enfin, certaines entreprises ont déjà mis en place, ou d'autres sont en cours de le faire, des plans de continuité d'activité pour avoir une parade à l'arrêt de production. Tout cela, ce sont des plans de gestion de crise. Avant de faire cela, il convient de partir sur l'établissement d'une cartographie globale de ces risques et de réaliser un audit de vulnérabilité de son site vis-à-vis d'événements naturels. Alors, on peut travailler sur ces analyses de vulnérabilité, soit à l'échelle d'un territoire, soit à l'échelle d'une commune, soit à l'échelle d'une entreprise. Les analyses de vulnérabilité sont faites pour pouvoir s'adapter et pouvoir être mises en application, donc en amont des plans d'urgence et des plans de gestion de crise. Donc une petite illustration effectivement sur la gestion des risques et des crises, une illustration que nous on utilise beaucoup justement pour pouvoir expliquer un petit peu ce qui vient d'être dit. Vous voyez qu'un temps de crise peut se dérouler en 3 temps, et vous allez avoir votre plan d'urgence POI ou PCS en réponse à l'incident ou à l'événement non désiré, donc c'est une réponse d'urgence. Ensuite, vous avez une gestion de crise post-urgence, un plan de gestion de crise qui va s'appliquer sur un temps plus long,
puisque la réponse d'urgence va vous permettre de limiter votre sinistre, mais après, toutes les conséquences qui sont liées à cet événement non désiré peuvent durer dans le temps. Une crise réputationnelle, une crise médiatique, d'autres événements aussi peuvent être consécutifs à cet événement non désiré. Si vous avez une rupture d'activité, si vous avez un arrêt de production et que vous avez mis en place un plan de continuité d'activité, vous allez à ce moment-là l'appliquer aussi. Donc tout cela se fait dans un temps long, mais c'est un temps de crise. En amont, par contre, il convient donc, on regarde la partie de gauche à ce moment-là, en temps calme, de cartographier vos risques, faire une cartographie globale des risques. Est-ce que j'ai des risques financiers? Est-ce que j'ai des risques de production? Est-ce que j'ai des risques sur la supply chain? Est-ce que j'ai des risques liés aux aléas naturels? Bien sûr, de mettre en place un plan de traitement. Donc, on va traiter les risques, on va mettre en place des procédures d'évitement, des procédures de réduction. Et pour tout ce qui est risque résiduel, à ce moment-là, on le finance, on le transfère à l'assurance. C'est du risk management. Là, voilà, j'apprends rien. Et ça se fait en temps calme. L'analyse de vulnérabilité NATEC ou des risques climatiques physiques se fait dans ce temps calme. On peut passer à la diapo suivante. Hop. Alors, l'audit de vulnérabilité, lui, je vous avoue, tel qu'on le pense nous, se fait en 3 étapes essentielles. On va avoir donc une première étape qui va être l'approche globale. On en détaillera quelques idées après dessus. Le diagnostic de vulnérabilité en tant que tel, avec une hiérarchisation des risques, enfin vraiment un diagnostic et une hiérarchisation des risques, et puis après la mise en place d'un plan de traitement. C'est vraiment là où j'insiste, c'est vraiment un outil de prévention à disposition des chefs d'entreprise, des directeurs généraux de services ou d'autres chefs d'établissement. On ne fait vraiment pas de distinction sur la nature de l'entreprise par rapport à cette méthodologie-là. Donc si on regarde l'approche globale, c'est une première phase qui va permettre de situer l'entreprise, de situer le site dans son milieu, les interactions avec toutes les parties prenantes qu'il y a autour de l'entreprise. Elle doit permettre donc d'identifier la maturité de l'organisme vis-à-vis de sa maîtrise des risques face aux aléas naturels. Elle doit permettre aussi d'identifier les priorités de l'organisme en termes de prévention du risque NATEC. Est-ce que l'entreprise est mûre? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose de fait? Est-ce qu'ils sont vraiment volontaires? Est-ce qu'ils ont une réelle motivation? Est-ce que j'ai affaire quel est mon interlocuteur? Est-ce que c'est vraiment la direction, le CODIR qui embarque tout le monde dans cette méthode d'analyse de vulnérabilité, ou est-ce que c'est un projet porté peut-être par le seul responsable HSE sécurité du site, et puis que derrière, il va falloir argumenter pour convaincre la direction. Donc ça, c'est vraiment important de savoir cela. Et puis, ça permet d'établir donc sous forme, on peut utiliser tout type d'outils, mais c'est vrai que le SWOT est un très bel outil pour établir les points forts et les points faibles du site, du bâtiment, du territoire, identifier les flux, le bâtiment utilité, et permettre d'établir donc forces et faiblesses de l'entreprise qui vont être la base après de l'identification de mes objets de risque sur le site. Donc dans mon diagnostic en tant que tel de vulnérabilité, la première étape consistera à répertorier l'ensemble des aléas naturels pouvant impacter le site. Alors comment je fais?
ben, je me sers soit des données en open source qu'on peut trouver, hein, c'est-à-dire, pour une collectivité, je peux me servir du dossier départemental des risques majeurs, je peux aller travailler sur GeoRisque, même pour un site, un site industriel, une PME, si je m'y connais un petit peu, je peux voilà travailler avec GeoRisque et puis établir cette liste des aléas naturels à mon adresse. La deuxième étape consistera donc à lister les enjeux du site, du territoire ou de la collectivité, s'ils sont touchés par l'aléa, donc c'est-à-dire établir mes objets de risque. Donc je vais me servir à ce moment-là de, de mon approche globale, où j'ai répertorié mes forces et mes faiblesses, peut-être pour la production. Et puis à ce moment-là, j'aurai mes objets de risque qui, s'ils sont impactés par un aléa naturel, mettent en danger la production, le service aux usagers ou les compétences de la collectivité, par exemple. Et puis à ce moment-là, quand je hiérarchise, enfin quand j'adosse à ces objets de risque et à ces aléas naturels une échelle de cotation, je peux me permettre donc de travailler en matrice. Par exemple, une matrice de Pouty, mais d'autres matrices existent, hein. Et à ce moment-là, je me permets de coter, de hiérarchiser et d'évaluer les risques, permettant à ce moment-là de déterminer des scénarios d'atteinte et puis d'avoir après un ordre de priorité pour établir un plan de traitement. Donc, le but après, c'est d'avoir pour chaque scénario identifié un plan de traitement associé. Alors, c'est pas facile à faire, hein, on est bien d'accord, hein, mais ça doit me permettre de définir des actions de prévention en lien avec le diagnostic réalisé. Il faut absolument embarquer tout le monde. Il faut que la direction, la municipalité, le CODIR, tous ceux que vous voulez soient embarqués par ce plan de traitement. Et puis, comment on va travailler? On va travailler déjà à suivre les obligations réglementaires et contractuelles si nous en avons. Si nous sommes ICPE, on a des obligations réglementaires. Peut-être que j'ai des obligations contractuelles avec mon assureur. Travailler effectivement à des parades techniques, des parades organisationnelles. Parades techniques, ça peut être de la surélévation d'utilité, ça peut être la mise en place de bâtards d'eau, ça peut être si je suis impacté par du feu de forêt par exemple, si j'ai de respecter, ça c'est pour les obligations réglementaires aussi, l'obligation légale de débroussaillage. Ça peut être la mise en place de rideaux d'eau en périphérie de mon bâtiment. Ça peut être. Il y a des catalogues ou des revues techniques qui permettent de trouver des solutions par rapport à certains événements. Organisationnel, bien sûr, donc à ce moment-là, travailler sur la gestion de crise de mon organisation, sur un organigramme, sur des astreintes, sur des formations, sur des circuits d'alarme et d'alerte de mon organisation. Et puis, bien entendu, travailler à l'élaboration d'un plan de continuité d'activité permettant à l'entreprise, au site, au territoire, de retrouver un minimum d'activité le plus rapidement possible. Et donc, effectivement, si vous sécurisez vos installations face aux aléas naturels, que ça soit pour limiter l'impact au niveau de la production, du chiffre d'affaires ou de l'activité, de la rupture d'activité, forcément, si vous réduisez la vulnérabilité de votre site, vous allez réduire la probabilité d'un accident NATEC tel que défini préalablement dans les fameuses définitions qu'on a vues au début. Les conséquences
voilà, de ce type d'accident-là, les effets dominos de ce type d'accident-là vont être réduits en probabilité si vous sécurisez votre installation en amont, parce que vous avez fait une analyse de vulnérabilité. Voilà, je crois que j'en ai fini avec mon avec mon monologue, je suis désolé, j'ai beaucoup parlé. J'espère que j'ai été clair et puis je vais essayer de répondre à vos questions. Voilà. Ça m'a semblé en tous les cas très clair, Guillaume. On te remercie pour cette intervention. On invite les participants bien sûr à poser leurs questions via le chat. Moi, j'en avais peut-être 2 ou 3 à ce stade. Tu nous as présenté donc la démarche globale, l'étude de vulnérabilité pour arriver à un plan de traitement. Je suis industriel. Vers qui je peux me tourner aujourd'hui pour finalement disposer d'un référentiel, peut-être de bonnes pratiques à disposition ou même d'un accompagnement pour réaliser cet audit? Alors, déjà, effectivement, j'ai envie de dire, on peut se tourner. Alors, si on ne connaît personne d'autre, on peut se tourner vers son assureur. Son assureur, déjà, va outre le site, l'événement naturel, va déjà vous faire des visites de prévention sur le risque dommage aux biens. Donc, incendie, explosion, autre risque pouvant lui impacter son portefeuille. Et donc, certains assureurs travaillent déjà sur les aléas naturels et peuvent être force de conseil pour se prémunir de ces événements. Ensuite, bien sûr, s'il n'a pas la compétence en interne, maintenant beaucoup de compagnies d'assurance ont des ingénieurs prévention, hein, mais s'ils n'ont pas la compétence en interne sur le risque naturel, ils vont vous orienter vers des bureaux d'études qui sont en capacité de vous conseiller, de faire ces analyses, ces audits de vulnérabilité. Et il y a un autre réseau d'acteurs qu'il ne faut pas oublier, c'est les CCI. Certaines CCI ont en leur sein des compétences ingénieurs prévention qui peuvent vous conseiller aussi sur ces phénomènes-là. Donc voilà. Après, bien sûr, moi je prêche pour ma paroisse, n'hésitez pas, il y a le CNPP. Mais c'est voilà. Mais sinon, pour vous faire voilà, si je devais vous voilà vous orienter, ça serait en premier lieu votre assureur. Le CNPP d'ailleurs a publié il y a quelque temps un livre blanc. Là, je me suis permis de mettre l'adresse sur le site du CNPP. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur ce référentiel et sur la suite finalement? Alors oui, donc effectivement, le CNPP est un acteur majeur du risque industriel depuis plusieurs années. Et comme je l'ai dit, on s'est ouvert maintenant puisque beaucoup d'acteurs de la prévention nous le demandaient. Donc on a commencé à travailler sur les risques climatiques et notamment on a commencé par le risque Natec puisque c'était quelque chose qu'on maîtrise bien. Et donc on a d'abord publié un livre blanc, comme je l'ai dit, pour sensibiliser le plus grand nombre d'acteurs et de personnes possibles sur nos réseaux. Notre réseau, j'allais dire notre écosystème. Et puis, donc on a commencé à travers ce livre blanc à sensibiliser à la méthode qu'on développe, qui est une méthode d'analyse de vulnérabilité du risque Natec et plus largement du risque climatique et des risques physiques, ce qu'on appelle les risques naturels physiques. Et la suite logique, c'est pour nous, c'est de cette méthodologie-là qui a été travaillée, d'en faire un référentiel. Et donc, qui va être donc le référentiel, donc l'analyse de vulnérabilité climatique appliquée aux risques naturels, et qui va être une réelle méthode d'analyse de vulnérabilité telle que le CNPP
le développent dans d'autres domaines de risque, incendie, explosion, malveillance. Là, ce référentiel, après, c'est un référentiel qui va être applicable à tous les acteurs de la prévention et notamment au monde de l'assurance, qui est un des piliers de notre écosystème. Aujourd'hui, toi qui fréquentes le monde industriel, qu'est-ce que tu dirais de la culture du risque NATEC au niveau des industriels, mais également des collectivités? Est-ce que c'est un sujet qui préoccupe de plus en plus, où vous avez des demandes, et peut-être des demandes d'ailleurs pas qu'individuelles, mais par plateforme ou zone d'activité, ou est-ce que c'est encore timide sur le sujet en termes de prise de conscience et de passage à l'action? C'est encore timide. Alors, c'était encore timide il y a quelques années. J'allais dire, il y a encore 2 ans, c'était timide. Depuis 2 ans, il y a je ne sais pas si c'est une prise de conscience de la part des industriels ou si c'est du fait de la pression qu'ont pu mettre certaines autorités ou assureurs, du fait de l'augmentation de la sinistralité. Mais on commence à avoir de plus en plus de demandes sur ce sujet-là. Alors au niveau du réseautage, c'est-à-dire les acteurs de la prévention se préoccupent de plus en plus du risque NATEC. Les industriels commencent, eux, à avoir la pression, voire même les collectivités, au niveau de l'inassurabilité. C'est-à-dire vous allez avoir de plus en plus de sites qui ne seront plus assurés. Je pense aux acteurs du traitement des déchets qui ont subi beaucoup de sinistres incendies du fait des risques de vagues de chaleur qui ont initié des incendies pendant les périodes de canicule. Je pense à tout ce qui va être collectivité ou activités de loisirs de plein air, les campings et autres qui se trouvent en zone côtière, qui subissent les affres des vagues de submersion ou du retrait de côte. Donc ces activités-là sont de plus en plus sensibles et donc les pressions, qu'elles soient assurantielles ou réglementaires ou des autorités, hein, on a eu le rapport de la Cour des comptes, on a eu la dernière circulaire de 2023 pour le plan d'application 2024 des inspections des installations classées, qui ont insisté sur le risque NATEC, font que maintenant, ça, voilà, je pense que c'est le bon moment pour travailler dessus, dans le timing du métier. Peut-être que c'est trop tard en termes de, j'allais dire, de risque climatique, mais la pression du métier, c'est maintenant. D'accord. Jean-Paul Depécart, qui est connecté avec nous, avait 2 questions. La première, c'était sur les financements disponibles pour avoir recours finalement aux organismes que tu as cités, par exemple les visites d'assureurs, les bureaux d'études ou l'appel au CNPP. Est-ce qu'il y a des aides, des financements pour soutenir, et est-ce que tu as une idée des coûts associés? Première question. Alors, des financements, je ne sais pas. Peut-être, non. J'ai j'ai pas la réponse sur le financement associé pour cela. Après, oui, après, c'est la deuxième partie de la question, par contre, c'était. Oui, en ordre de grandeur de coût, je sais pas, par exemple, pour faire cet audit, cette approche globale, cet audit de vulnérabilité simplifié, puis le plan de traitement, il faut compter combien en ordre de grandeur? Bien sûr, ça dépend de la taille du site. Tu vas me dire, ouais, oui, c'est ça. Ça dépend ça dépend de la taille du site, et ça dépend effectivement du temps passé
Nous, ça va être en nombre de jours d'ingénieurs. Donc, on a quand on travaille sur une analyse de vulnérabilité de ce type-là, effectivement, c'est vraiment en nombre de jours d'ingénieurs. Donc, ça nécessite un devis au besoin, au plus près du besoin. Et donc, le chiffrage, je ne pourrais pas le donner comme ça. Au-delà des études de vulnérabilité, vous faites également des actions de sensibilisation, de formation ou Oui, de préparation des équipes salariées et sous-traitantes, par exemple, du site industriel sur ce sujet Natech? oui. CNVP est un organisme de conseil et de formation. Donc on a des formations soit de sensibilisation, soit justement d'utilisation et d'application de la méthode pour l'apprendre, pour comprendre et puis pour l'appliquer. Et puis on a des formations typiquement juste risque naturel, sans aller au-delà au-delà de l'analyse de vulnérabilité en tant que telle. Après, on a aussi des formations plus larges à la gestion de crise. Voilà. Donc, on essaie d'avoir un accompagnement global de notre client, c'est-à-dire qu'on va l'accompagner de l'évaluation et de l'analyse de risque jusqu'à la gestion de crise. Tout à l'heure, tu évoquais l'impact croissant sur l'assurabilité de certains industriels par rapport à certains phénomènes ou initiateurs. Tu évoquais du coup les vagues de chaleur sur des entreprises de traitement de déchets ou d'entreposage de déchets. Jean-Paul de Pecker posait dans le chat une question qui était finalement qu'en est-il de la variation des primes d'assurance et de leur évolution par rapport à ce sujet? Alors, effectivement, déjà, sur le régime CatNat, par exemple, forcément, il va y avoir une augmentation de la cotisation pour rééquilibrer les régimes CatNat. Ça, c'est un fait. Ensuite, lorsque vous travaillez avec votre assureur et que vous mettez en application soit les recommandations de l'assureur, soit que vous avez une réelle politique de prévention et de protection de vos installations, il y a toujours une adéquation entre prime et risque. Donc plus vous allez travailler à la prévention et plus contractuellement votre assureur va vous récompenser, dans le sens où il va normalement retravailler la prime afin de pérenniser son portefeuille. Donc, j'allais dire, plus vous êtes bon élève en termes de prévention et plus l'assureur va retravailler sa prime. Alors, ça fonctionne déjà pour tout ce qui est incendie-explosion. Donc, je pense que ça doit fonctionner pour tout ce qui est risque naturel. Très bien, je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Avant que je parle de ce que nous avons prévu ensemble dans le cadre du partenariat donc signé entre l'AFP-CNT et le CNPP, qui est focalisé sur le Natech pour les prochaines semaines, est-ce qu'il y avait un point sur lequel tu souhaitais insister ou compléter ton intervention ? Non, parce que je pense que j'ai beaucoup insisté durant toute la présentation sur le fait que, alors, pour moi, c'est quelque chose d'important. C'est une des phrases que j'ai mis dans le PowerPoint, mais dans la présentation. L'aléa naturel ne fera pas de discrimination administrative. Donc oui, on a la réglementation qui permet de travailler sur la prévention pour les sites industriels, les ICPE, les Céveso, les ICPE à autorisation. Et ça, j'en conviens. Mais pour moi, une inondation, c'est pas parce qu'il y a un site Céveso qu'elle va aller taper le site Céveso alors qu'elle va laisser la petite imprimerie du village de côté. Donc la sensibilisation et la prévention du risque et l'analyse de vulnérabilité, pour moi, doit se faire pour tous. Et pour moi, effectivement, je suis convaincu que le risque Natech, certes, on a une dimension de conséquences d'accidents industriels derrière. Je suis d'accord avec cela.
Mais l'exemple qu'on prenait la dernière fois, donc quand tu vas parler du partenariat, lorsque on a participé ensemble à l'Assemblée générale du CNPP, l'exemple qui avait été pris sur la cuve de GNR qui pouvait être par exemple emportée dans le courant d'une inondation et créer une pollution, bah pour moi c'est un risque Natec aussi. Ah. Il y a une petite coupure, ouais. Donc voilà, je suis. Après, je suis quelqu'un de convaincu par cela, donc et d'assez passionné par cela, donc je veux, voilà. Je pense qu'on est dans le vrai dans ces webinaires de sensibilisation et tout ça. Merci beaucoup. Alors effectivement, hein, merci à toi et au CNPP pour cette collaboration. Effectivement, le webinaire d'aujourd'hui, l'intervention que on a pu faire conjointement à l'Assemblée générale du CNPP il y a quelques jours et d'autres communications à venir font partie de cet enjeu de sensibilisation, bien sûr du monde industriel, mais également de l'ensemble des citoyens et des collectivités. Hein. Tu as parlé également du rôle des collectivités, de cet enjeu territorial, de se préparer également à cette dimension Natec. Donc, on va poursuivre l'action. On développera d'ailleurs des outils pédagogiques de sensibilisation comme des quiz, des plaquettes de sensibilisation et même des mises en situation au travers d'exercices. Alors, du côté de la FPCNT, on a pu, au travers de la démarche nationale Prépa-Risque qu'on a lancée l'année dernière, développer des scénarios Natec qu'on va parfaire ensemble, compléter pour disposer d'une petite palette de scénarios qu'on mettra à disposition des territoires et des industriels pour s'entraîner et entraîner leurs salariés, leurs sous-traitants et tout l'écosystème en fait qui travaille avec eux. Ça, c'est un premier point. On a parlé également de formation avec effectivement le potentiel de formation du CNPP. On est, nous, dans une démarche de recensement des formations clés dans le domaine de la prévention des risques naturels et le sujet Natec sera examiné de près avec vous pour voir déjà porter à la connaissance de tous les formations qui existent aujourd'hui, les conditions de mobilisation de ces formations et voir s'il y a besoin de compléter la palette à disposition. Et puis, le partage d'expérience, hein, on en a parlé. Alors, on bénéficie de l'action du BARPI aujourd'hui au travers de la base ARIA pour nous partager les événements Natec ou les presque incidents Natec qu'on a pu voir au niveau national, voire international. On avait initié une réflexion il y a quelques mois, années à la FPCNT qu'on va relancer donc à l'occasion du partenariat avec le CNPP dans le cadre d'un groupe de travail ouvert à nos membres mais également à des partenaires extérieurs pour échanger finalement sur cette prise de conscience, les bonnes pratiques, les difficultés, les leviers également à activer pour avancer finalement ensemble sur ce sujet et être plus résilient par rapport à cette composante de synergie et d'impact entre le risque naturel et le risque technologique au sens large, hein, qu'il soit d'ailleurs industriel ou nucléaire. En tous les cas, merci encore une fois Guillaume d'avoir partagé vos travaux. On vous a mis pas mal de liens dans le chat hein, que je vous invite à aller creuser si le sujet vous intéresse. On a parlé de certains de nos membres, hein, on vous a mis les travaux de la CCR, de la MRN sur le sujet, bien sûr du CNPP qui est également un membre de notre association. Vous avez également le lien vers le rapport Langrenay dont on n'a pas fini de parler dans les prochains mois. Et puis également l'infographie hein, que tu as utilisée en partie du ministère en charge de l'écologie qui a été publié il y a quelques semaines. Le cycle 1 heure pour comprendre va partir en pause estivale. On se retrouvera à la rentrée au mois de septembre avec 2 webinaires d'ores et déjà programmés. Le premier, le 19 septembre, devra nous permettre d'échanger sur un vaste sujet qui fait l'objet d'un groupe de travail animé d'ailleurs par Anne-Marie Levrault, appuyée au sein de l'équipe AFPCNT par Céline Leflour. Ce sera le sujet des solutions fondées sur la nature. Et le 26 septembre, on se retrouvera avec un partenaire qui s'appelle Vissov, que vous connaissez tous sans doute, et qui nous parlera de la mobilisation des médias sociaux en temps de crise pour gérer l'urgence.
On vous souhaite à tous un bon été. Visionnez, si vous en avez le temps, les webinaires précédents, si vous n'avez pas pu participer à tous. En tous les cas, merci de l'intérêt porté. Merci Guillaume pour les travaux. Merci à vous. Je salue au message Sébastien. Et puis, on a plein d'ambitions sur ce partenariat et je ne doute pas, puisqu'on est déjà passé à l'action en quelques jours, que les livrables ne tardent pas à être publiés et j'espère à faire réagir et à être complétés par l'ensemble de l'écosystème. Bel été à tous et merci à Laurence qui a encore une fois préparé ce webinaire de façon parfaite. À très bientôt. Bonne soirée. Merci beaucoup.